Bonjour. Donc pour aujourd'hui, on va commencer la lecture de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. On a déjà fait la présentation de l'œuvre. Donc elle est écrite par Victor Hugo. C'est un roman à thèse. Victor Hugo, il défend une thèse en écrivant cette œuvre. L'auteur donne la parole à un condamné à mort. C'est le narrateur personnage qui raconte son histoire au jour le jour, heure par heure, minute par minute, afin de décrire ce qu'il ressent et partager avec les lecteurs ses souffrances et ses moments de douleur. Donc on a dit que c'est un roman à thèse, or que il est écrit sous forme d'un journal intime. Le narrateur parle à la première personne. Donc on débute par le premier chapitre. Le narrateur personnage se trouve à Bicêtre, qui est une prison. Cela fait 5 semaines qu'il a été condamné à mort. Donc, comme il le mentionne en haut de page, en haut du chapitre, donc il écrit alors qu'il se trouve à Bicêtre. On commence. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades de la nuit, sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Donc, dans ce premier paragraphe, le narrateur, il nous informe sur sa vie d'autrefois, comment il vivait autrefois. Eh bien, on peut remarquer qu'il était libre, qu'il pensait à ce qu'il voulait. Son corps, il n'était pas prisonnier d'une cellule, on va dire, dans une cellule. Son esprit pouvait penser à plusieurs idées, minute par minute, donc minute par minute, donc heure par heure. Son esprit pouvait penser à ce qu'il voulait. Par contre, aujourd'hui, donc il fait une comparaison entre l'homme qu'il était autrefois et l'homme qu'il est aujourd'hui. Et donc maintenant, il dit que je suis captif. Donc il est dans une cellule, il est dans une prison. Mon corps est offert. Donc là, c'est une métonymie. Donc au lieu de dire les barreaux, donc on a remplacé les barreaux par la matière avec laquelle les barreaux sont faits, dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Donc voilà, il est emprisonné, certes dans une cellule, mais aussi il nous parle d'un deuxième type d'emprisonnement, c'est que son esprit est emprisonné dans une seule idée, c'est-à-dire il ne peut pas penser à autre chose qu'à l'idée de mort. Voilà, donc il ne peut pas penser à une autre chose. Pourquoi? Parce que l'idée de la mort, la condamnation de mort le hante et le saisit. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède, éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves, sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure,
sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix murmurait à mon oreille, condamné à mort. Donc voilà, dans ce chapitre, le narrateur, puisqu'il s'agit d'abord de l'incipit, c'est les premières pages de l'œuvre, donc le narrateur, il fait une sorte de présentation. Voilà, donc c'est le narrateur personnage, c'est un condamné à mort, il se trouve à Bicêtre, cela fait 5 semaines qu'il a été condamné à mort. Eh bien, il fait une comparaison entre sa vie d'autrefois et sa vie d'aujourd'hui. Il nous fait montrer clairement que autrefois il était libre, mais aujourd'hui son corps est captif, il est dans une cellule, il n'est pas libre, mais aussi son esprit est captif, c'est-à-dire il est emprisonné dans une seule idée, il ne peut pas penser à autre chose. Cette idée, il la caractérise, donc il la décrit comme quoi c'est une idée qui est jalouse, c'est-à-dire elle chasse toute pensée qui vient pour le distraire, ou bien elle ne veut pas que le condamné pense à autre chose. Donc, on passe maintenant à la lecture du chapitre numéro 2. Dans ce chapitre, le narrateur nous rappelle, se rappelle d'un souvenir. Ce n'est pas très ancien, c'est le jour de sa sentence, c'est-à-dire le jour où la condamnation à mort a été prononcée. C'était par une belle matinée d'août, donc c'est une belle matinée, il fait beau. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, était commencé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pas pu dormir. Voilà, il n'avait pas fermé les yeux parce que il avait peur et aussi il était inquiet. La 3e jour, il s'est endormi parce qu'il était très fatigué. Mais avant de dormir, c'est-à-dire à minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Donc le guichetier, le geôlier est venu réveiller le condamné afin de le ramener à la salle d'audience, c'est-à-dire à la salle où on l'attend afin de prononcer sa sentence. Cette fois, il ne suffit point du palourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux. Je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir. Ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil, c'est-à-dire il fait beau, c'est une journée d'août. Le narrateur aime bien le soleil. Donc on ramène le narrateur, le condamné à la salle d'audience. Il doit être, ou bien on doit prononcer sa sentence de mort. Voilà. Donc, grâce à ce soleil, il fait beau, les marchands qui vendent des fleurs à l'extérieur, bien sûr, du tribunal, de la cour. Les juges sont joyeux. C'est 8 heures du matin. L'air est frais. Donc le narrateur, grâce à toute cette ambiance qui s'installe, eh bien, il a pris espoir. Il a pensé qu'on ne va pas le condamner à mort, qu'on ne va pas le condamner, ou bien qu'on ne va pas l'exécuter. Tout simplement, il a pris espoir, il a pensé même qu'on va le libérer. Donc,
le juge ou bien tout le monde n'attend que l'avocat qui doit venir afin qu'on prononce la sentence. Alors, l'avocat arrive, le condamné prend espoir. Voilà. Donc, je vais lire à partir de là. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi, comme le jour autour de moi, et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant mon avocat arriva, on l'attendait, il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il, n'est-ce pas ?» Donc, même la phrase que l'avocat a dite au condamné, cela a donné plus d'espoir au condamné. « J'espère, il lui a dit. Donc, c'est de l'espoir, c'est l'espérance. N'est-ce pas ?» répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, reprit-il, je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, c'est-à-dire le crime que vous avez commis n'a pas été prémédité, hein, n'était pas, on va dire, avec une intention préméditée. Et alors, ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Voilà, donc là on comprend que l'avocat, il espère que qu'on condamne le narrateur aux travaux forcés, c'est-à-dire l'espoir qu'il avait, l'avocat bien sûr, l'espoir qu'il avait, eh bien c'était qu'on condamne le narrateur aux travaux forcés à perpétuité et non pas à la peine de mort. Donc le narrateur a été choqué d'entendre cette phrase. « Que dites-vous là, monsieur ?» répliquai-je, indigné. « Plutôt 100 fois la mort. Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétait, je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela? Est-ce qu'on a déjà prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie d'hiver, mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. » Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes comme par un mouvement électrique. Toute l'assemblée fut debout. Au même instant, une figure insignifiante et nulle placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Donc, le greffier a lu le verdict, la déclaration des jurés que ces derniers ont prononcé en l'absence du condamné. Et là, c'est la réaction du condamné. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyais, donc c'est une hyperbole, je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. Avocat, c'est le juge qui demande. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva, c'est-à-dire le condamné. Je compris, donc là on peut dire qu'il s'agit d'une périphrase, on a remplacé l'avocat par sa fonction. Donc c'est une définition, hein. Donc l'avocat qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il défend, donc le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive « Non !» Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis, les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt, c'est-à-dire la décision du tribunal, hein, du juge. « Condamné à mort, dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais ivre et stupéfait,
Une révolution venait de se faire en moi, jusqu'à l'arrêt de mort. Je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, le ciel, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. C'est normal parce que l'auteur, dès qu'on a prononcé sa condamnation à mort, ou bien sa sentence de mort, il pense qu'il est déjà mort, voilà, et il voit qu'il ne fait plus partie de ce monde, donc que les êtres vivants sont devenus pour lui des fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort !» criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans 6 semaines. »